Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode et premier segment du tout nouveau Question pour un pharmacien, le podcast. Je me présente, mon nom est Marc-Antoine Dufresne, je suis stagiaire en 4e année de pharmacie à l'Université de Montréal et j'effectue actuellement mon stage avec Question pour un pharmacien. Et ma collègue et moi, que je vais laisser se présenter sans plus attendre, avons décidé justement de créer un podcast. Merci Marc. Donc, je me présente, là, je m'appelle Noémie Maurice, je suis étudiante en pharmacie aussi en 4e année à l'Université de Montréal. Puis je fais mon stage avec Marc-Antoine chez Question pour un pharmacien. C'est ça, on a décidé de développer un podcast. Puis notre but, c'est vraiment d'offrir des capsules, des capsules assez toffées, mais sur plusieurs sujets. Puis on espère que c'est assez accessible pour les gens de tous âges. Notre but, c'est vraiment pas d'offrir quelque chose pour seulement les professionnels de la santé. On croit qu'il y a des gens beaucoup plus outillés que nous pour le faire. Nous, c'est vraiment d'offrir de l'information à la population en général. Fait qu'on espère que vous allez vous joindre au projet. Puis, sur ça, on va commencer déjà le premier épisode. Exact, c'est ça. Donc là, si vous les écoutez en ordre, ceci est le premier segment du premier épisode. Il y aura un total de 8 plus ou moins 9 segments regroupés dans 3 épisodes, en fait dans 3 grands thèmes plutôt, je devrais dire. Et j'initie ça avec l'épisode d'aujourd'hui qui parle de santé sexuelle. Donc, il y aura 3 volets et on commence avec le premier volet qui est la prophylaxie pré-exposition au VIH. Puis là, on est en tête à tête juste nous deux, mais c'est important de dire que des fois, on va recevoir aussi d'autres collaborateurs qui sont comme d'autres professionnels de la santé. Exact. Ou d'autres professionnels pour vraiment venir discuter puis rendre ça un peu plus intéressant sur des choses que nous, on connaît juste même pas. Exact. Fait qu'apporter d'autres sujets, d'autres plutôt points de vue ou d'autres... Un regard différent, là. Exact, c'est ça. Donc, pour revenir, moi, c'est ça. Fait que moi, je vais vous parler là actuellement de la PrEP, l'acronyme anglophone qu'on utilise quand même souvent, qui veut dire, là, comme j'ai dit, prophylaxie pré-exposition au VIH, donc vraiment une prévention au VIH. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que le VIH, ça continue d'infecter des nouvelles personnes au Canada. Malgré toutes les mesures de prévention, toutes les activités de sensibilisation qui sont faites, la prévalence du VIH au Canada augmente d'année en année. Et la PrEP, c'est un médicament qui est encore méconnu de plusieurs professionnels de la santé. Il y avait des statistiques qui disaient qu'il y a un tiers des médecins de soins primaires, comme on peut penser à des médecins de famille, et même des infirmières là, qui n'avaient jamais entendu parler. C'est énorme, là. C'est un beaucoup. Professionnel sur 3. Puis c'est vrai que le VIH, c'est quelque chose que... il y a eu la grande épidémie dans les années, je ne me rappelle plus du chiffre exact. 80, je pense. Je veux pas trop mouiller. Mais c'est encore présent, c'est juste qu'on en entend peut-être moins parler. Mais c'est sûr que là, si c'est même encore en hausse, en tout cas, c'est vraiment une belle opportunité, je pense, d'en parler ici. Puis de soit éduquer les gens que ça existe à la base. Oui. Puis aussi, des fois, c'est peut-être quelque chose que les gens sont moins à l'aise de parler aussi. Aussi parce qu'il y a peut-être certains tabous qui sont associés que je vais revenir là, dans les prochaines minutes, mais oui, effectivement. Puis tu sais, la PrEP, c'est vraiment une mesure de prévention complémentaire. Tu sais, ça s'ajoute aux autres. Ça remplace pas toutes les mesures qui sont déjà en place de sensibilisation, d'éducation, de vulgarisation, tu sais, de publicité sur le condom, par exemple, etc. Ça remplacera jamais ça. C'est vraiment un ajout complémentaire à ce qui existe déjà. C'est ça, parce que ça aide à aider par rapport à une prévention pour le VIH, mais ça va pas être pour les autres IPSS, c'est ça? Exact. Et ça va être un point important là, dont je vais revenir exactement plus tard. Mais en fait, c'est quoi la PrEP? Ben, c'est un comprimé. Ben, en fait, ça vient dans le fond, le médicament PrEP, ça s'appelle de son nom original quand il a été créé là, la première fois, c'était le Truvada. Maintenant, il y a plusieurs compagnies génériques, donc ils font en sorte que c'est beaucoup moins cher. Plus accessible. Plus accessible, exact, à plus de population. Et c'est des comprimés qui contiennent 2 agents à l'intérieur, donc 2 médicaments. De leur nom scientifique que vous n'êtes pas du tout obligé de retenir. Donc, il y a le tenofovir disoproxil et l'emtricitabine. Donc, ça, c'est 2 médicaments qui sont utilisés. Ça, c'est intéressant de noter, mais c'est des agents qui sont utilisés pour traiter le VIH, mais pas seulement ces 2-là. Dans le fond, quand on traite un VIH, habituellement, on a une trithérapie, donc on a 3 molécules efficaces contre le VIH. Ça, la PrEP, c'est 2
antirétroviraux. Le nom de la famille de médicaments qui traitent le VIH, c'est les antirétroviraux. Donc, la PrEP, ça contient 2 médicaments. Donc, ça ne peut pas traiter un VIH. C'est pour ça que c'est vraiment utilisé comme prévention. Puis ça vient un peu, tu sais, justement, il y a, des fois, on peut avoir certaines méconceptions que les gens vont dire, ben pourquoi je prendrais la PrEP, j'ai pas le VIH, mais ça n'a pas rapport, là. C'est vraiment pour se prévenir. C'est vraiment pour prévenir, exactement, pour empêcher que si on est exposé au virus, que le virus ne peut pas pénétrer nos cellules et ne peut pas donc se répliquer et ne peut pas nous infecter au final. Exactement. Donc, pour la PrEP, c'est ça. C'est vraiment le Truvada et ses génériques là, qui sont les plus utilisés grandement, largement. Là, tout récemment, en décembre 2020, il y a eu un autre médicament, sensiblement la même chose. Je n'entrerai pas dans les détails, qui s'appelle le Descovy, qui a reçu un avis de conformité là, de Santé Canada, mais c'est encore beaucoup moins utilisé en pratique, notamment parce que c'est pas couvert par la RAMQ. Par le régime là, d'assurance médicaments du Québec, public, là, en fait. Là, ceux qui n'ont pas d'assurance privée, ils ont ça. Mais donc, c'est beaucoup moins fréquent. Donc, je ne vais pas en aborder davantage durant la capsule parce que c'est vraiment le Truvada là, qui est largement, voire exceptionnellement. En tout cas, moi, dans ma pratique de jeune stagiaire, j'ai juste vu le Truvada encore. Puis, est-ce que, ben, je sais pas si tu le sais, là, sinon on pourrait faire des petites recherches, mais est-ce que le Truvada, il est couvert RAMQ? Oui, exact. Ça prend-tu un code ou des critères d'exception? N'importe quel patient, exemple, pourrait avoir accès. Non, exact. Là, depuis qu'il y a les génériques, entre autres, je pense que si tu veux l'original, il y a un excédent, comme pas mal tous les médicaments là, autres, à part la PrEP. Mais les génériques, là, comme de Marcapo, Milan et tout, c'est couvert par la RAMQ. Puis ceux qui sont moins familiers avec un générique, la différence générique originale, c'est le médicament qui a été fait au début. Là. Exact. Qui a vraiment été créé. Oui, quand on a créé la nouvelle molécule, qui avait comme le brevet et tout. Puis quand le brevet saute après un nombre d'années, d'autres compagnies peuvent le faire. Ça réduit les coûts. Puis il y a ils doivent prouver que le médicament est aussi efficace. Là. Donc, ils ont beaucoup de critères. Là. Fait qu'habituellement, il n'y a pas de problème là, à passer d'un original à un générique. Ça dépend des médicaments. Mais pour certains médicaments, comme là, pour la PrEP, là, c'est correct. Là. Exact. Voilà. Fait que si jamais vous voulez des informations sur comment ça fonctionne, la couverture des médicaments ou quoi que ce soit, on pourrait mettre un lien là, dans la barre d'infos sur le site de la RAMQ, en fait, là, le régime public d'assurance médicaments. Habituellement, ils font quand même beaucoup de pamphlets là, d'explications aux patients de qu'est-ce qu'ils paient et tout. Donc, on pourra mettre ça en barre d'infos là, si ça vous intéresse pour avoir plus de détails sur le sujet, sur les génériques et sur les originaux également. Puis là, mettons, on parle de la PrEP, fait que sûrement ce que les gens veulent savoir, c'est OK, c'est beau, là, c'est des médicaments, ça a des noms compliqués. Est-ce que ça fonctionne? Ben, écoute, dans les études, oui, ça fonctionne. Il y avait une réduction là, d'au moins 90% du risque de transmission sexuelle. Okay. Puis à la base, le VIH, c'est un virus qui se transmet. Tu sais, on le sait, les facteurs de risque, c'est souvent les relations sexuelles non protégées, particulièrement les relations sexuelles anales, vu que l'anus, c'est un organe qui n'est pas lubrifié naturellement versus, par exemple, un vagin ou une bouche, qui est un milieu assez lubrifié et humide. Donc, il y a beaucoup plus de risques de micro-déchirure, donc d'exposition à des liquides contaminés, si c'est le cas. Donc, c'est pour ça que les relations sexuelles anales sont beaucoup plus à risque de contracter un VIH. Mais les relations sexuelles vaginales aussi Exact. Le risque n'est pas nul, mais il est faible. Mais le risque sexuel du VIH est quand même faible à la base. Donc là, qu'on réduit d'au moins 90%, c'est vraiment là, une très bonne efficacité. Pour ce qui est des utilisateurs de drogues injectables, là, ceux qui se partagent du matériel d'injection, par exemple, il y a une réduction d'au moins 70%. Donc, c'est un petit peu moins, mais quand même, là, il y a aussi un peu moins d'études avec cette population-là versus là, lors de transmission sexuelle. Mais quand même, au moins 70% du risque lorsque c'est pris une fois par jour. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu aies soulevé, excuse-moi, j'étais un peu Non, vas-y. Le fait que ce soit surtout, pas surtout, mais le risque anal est plus élevé. Parce que oui, une population qu'on sait qui est plus à risque du VIH, c'est souvent les hommes homosexuels ayant des relations avec des hommes. Exact. Qui soient homosexuels ou bisexuels ou peu importe, mais des hommes ayant des relations avec des hommes. Exact. Mais ça vient de démontrer que ça peut être n'importe quel partenaire qui a des relations anales qui peut avoir ce type
Exact. qui augmente son risque. Fait que oui, ça fait qu'une population est peut-être plus à risque, mais il y a un stigma qui est autour de cette population qui ne devrait pas être, dans le fond. Là. Exact. C'est vraiment intéressant. Oui, puis aussi, je tiens quand même à préciser aussi, le risque est plus grand pour une personne lors d'une relation insertive. Donc, par exemple, la personne qui reçoit la pénétration anale, le risque est plus grand vu que c'est lui que son anus risque d'avoir des micro-déchirures, etc. Tandis que quand c'est une relation insertive anale, donc celui qui pénètre l'autre, il y a moins de risques. Okay. Mais les risques ne sont pas nuls quand même. Donc là, j'ai parlé de pourcentage d'efficacité d'au moins 90 ou d'au moins 70, mais peu importe le groupe de personnes à risque dans les études, peu importe tous les facteurs, l'efficacité, là, c'est vraiment, ça équivaut à l'observance. Donc, à prendre le médicament de la bonne façon au bon moment. Il y a différentes façons de prendre la PrEP. Il y a 2 posologies possibles. Façons de prendre. 2 façons différentes de le prendre. Donc, je vais préciser plus tard. Mais l'efficacité était directement proportionnelle là, à l'observance. Donc, au fait de prendre le médicament au bon moment selon les facteurs de risque. Fait que si, en même temps qu'on le vulgarise, si tu prends tes médicaments tels que prescrits, de manière régulière, mais tu augmentes ton risque que ça soit efficace. Exact, c'est ça. Tu augmentes, c'est ça. Tu diminues ton risque de contracter le VIH si tu une relation avec une personne vivant avec le VIH. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, c'était vraiment une ligne là, droite. Okay. Là. C'est vraiment relié. Exact. C'est vraiment directement proportionnel. Pour qui que s'adresse la PrEP, c'est une question qu'on pose souvent. C'est quoi les indications officielles? Ben, en fait, ça va vraiment venir chercher surtout les groupes de personnes à risque de contracter, soit par les habitudes de vie ou les méthodes sexuelles. Donc, le premier groupe à risque, c'est, tu l'as mentionné, un acronyme qui est de plus en plus populaire, qui est ARSA, pour, si on prend les premières lettres de chaque mot, là, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et les femmes transgenres là, sont inclus à l'intérieur de ce groupe-là également. La PrEP va être indiquée chez les ARSA, donc chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. S'il y a eu ou s'il y a des relations sexuelles non protégées anales ou vaginales dans les 6 derniers mois, et s'il y a un autre critère aussi. Donc, en plus de relations sexuelles non protégées anales ou vaginales dans les 6 derniers mois, on va regarder si la personne a déjà eu de la syphilis ou souvent une autre ITSS bactérienne au niveau de l'anus. C'est surtout ça qu'on va regarder. Aussi, on va regarder si la personne elle a déjà eu une prophylaxie post-exposition. Donc ça, c'est vraiment très différent de la PrEP, la PPE, la prophylaxie post-exposition. C'est quand on a été en contact avec, en fait, qu'on a eu une exposition à risque. Donc, par exemple, justement, une relation sexuelle non protégée. Qu'on s'est piqué avec un aiguille. Qu'on s'est piqué avec un aiguille, qu'on ne sait pas la source ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est vraiment après l'exposition, versus que la PrEP, c'est pré-exposition. C'est une prévention. Là. Exact, c'est ça. Puis ça, la PPE, depuis tout récemment, les pharmaciens peuvent l'initier en pharmacie communautaire, là, selon certains critères. Donc, si jamais là, vous pensez avoir eu une relation sexuelle à risque, par exemple, ou une exposition à risque de VIH, vous pouvez aller consulter votre pharmacien communautaire, puis il saura évaluer votre niveau de risque et les meilleures façons d'aller chercher les meilleurs soins possibles pour vous. Également, une autre indication chez les ARSA ou les femmes transgenres, là, quand il y a une relation sexuelle non protégée au niveau anal ou vaginal, c'est s'il y a du chemsex. Donc ça, c'est un terme aussi qu'on utilise. C'est s'il y a utilisation de drogues, souvent injectables, mais si on utilise, là, dans le fond, des drogues durant nos relations sexuelles, vu qu'on est plus facilement désinhibé, vu qu'on... Risque de moins porter attention à avoir une protection, exemple, mettre le condom, exact, c'est ça, exact. Souvent ça. Fait que si on fait du chemsex, souvent la PrEP va être indiquée. Ou si l'autre critère, c'est un critère qui vient sensiblement toucher quand même plus... En tout cas, je trouve qui vient toucher peut-être un peu plus grand nombre de personnes, c'est d'avoir eu au moins 2 partenaires sexuels différents en 6 mois. Qui est quand même, tu sais, c'est à partir de 2, dans le fond, ouais. 2 partenaires en 6 mois. 2 et plus en 6 mois. Donc, c'est quand même un petit nombre. Oui, pour une population qui est plus sexuellement active, ça est propre à chacun. C'est propre à chacun, c'est sans aucun jugement exactement que je dis ça, mais ça permet quand même de rendre la PrEP... Mais ce qui est bien aussi, parce que, tu sais, des gens qui sont plus sexuellement actifs vont peut-être
en bénéficier, puis ils seront pas portés parce qu'ils vont dire, ah, mais tu sais, je pense pas que je cote dans les critères, mais finalement, ben oui, parce que j'ai eu un partenaire il y a 3 mois, puis j'en ai un nouveau maintenant, tu sais. Exact. Fait que ça, c'est vraiment des critères là, un peu plus que vous pouvez discuter, par exemple, avec votre médecin de famille qui vous suit, que vous pensez peut-être avoir des facteurs de risque que j'ai énumérés, puis que ça rapporte à vous, puis que vous pourriez peut-être bénéficier de la PrEP. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie, les ARSA femmes transgenres qui ont là, des relations sexuelles non protégées au niveau anal ou vaginal. Sinon, une autre indication, c'est les couples hétérosexuels, donc hommes et femmes, mais qu'on appelle sérodiscordants. Donc, un des partenaires a le VIH et que l'autre ne l'a pas. Donc, dans ces situations-là, c'est pas obligatoire chez tous les couples. OK. Parce que un des aspects de pourquoi on parle moins du VIH ou pourquoi on en a moins conscience, c'est que les traitements aujourd'hui, comparés, en fait, au départ, quand on a connu le virus, quand il y a eu l'épidémie la première fois, il n'y avait pas de traitement. Mm-hmm. Fait que là, ça a été vraiment un branle-bas de combat de trouver un traitement. Puis les traitements initiaux qui ont été très mal tolérés, beaucoup d'effets secondaires et tout. Et là, les traitements actuels sont très efficaces, sont très bien tolérés. Les gens, souvent avec le VIH, ont la même espérance de vie qu'une personne qui n'a pas le VIH. On contrôle très bien la maladie. Exact, c'est ça. Il n'y a pas encore de traitement curatif au VIH, mais on permet d'avoir quand même une très belle qualité de vie, même si on vit avec le VIH. Et ils sont très efficaces, donc ils permettent d'avoir souvent une charge virale, donc une quantité de VIH indétectable dans le sang. Et ça fait en sorte que le risque de transmission sexuelle est nul. Donc, on ne peut pas le transmettre sexuellement si la charge virale, donc la quantité du virus dans le sang, est en bas de 200 copies par millilitre de sang. Donc, ce qui est quand même important de mentionner, puis de savoir aussi. Donc, parfois, ça peut être une motivation à prendre ces médicaments pour traiter le VIH. Donc, mais moi, j'ai une question oui, avec ça. Ben, je sais pas si tu peux me répondre, puis, mais est-ce que, tu sais, c'est une maladie qu'on est obligé de déclarer si on a une relation sexuelle non protégée. Ben, je pense que c'est tout ce type de relation sexuelle, je crois. Faudrait que je vérifie, mais si ta charge virale, elle est basse, puis ton risque est presque nul de le donner, est-ce que tu dois le déclarer? Écoute, de ce que je me souviens d'avoir lu, il me semble que ça l'a changé récemment, mais si la charge virale est indétectable, puis que la personne est suivie, là, elle a ses prises de sang à tous les 3 à 6 mois, voire si elle est stable et tout, elle n'est plus obligée de le dire. Okay. Mais ce serait une information que je vais devoir confirmer là, pour ne pas dire de niaiserie. Mais il me semble que si le virus est considéré comme contrôlé, donc en bas de 200 ou vraiment indétectable là, par les tests de laboratoire, il me semble qu'on n'est plus obligé de le déclarer, mais je vais regarder puis je mettrai l'info en barre d'infos. Ah, mais c'est vraiment intéressant, par exemple, là, de savoir exact. À ce niveau-là. Par contre, la PrEP, oui, excuse-moi. Non, vas-y. La PrEP, elle va être indiquée là, si un des deux partenaires a le VIH et que son VIH n'est pas contrôlé. Donc, soit que il n'est pas traité pour son VIH, parce que c'est un droit d'être traité pour le VIH ou non, c'est une liberté. C'est un choix. C'est un choix, exact. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment si un des deux a une charge virale qu'on appelle détectable, donc là, en haut de 200, ou qui n'est pas traité et qui a des expositions à risque, donc du sexe anal ou vaginal, par exemple. Donc ça, c'est une population. Et la dernière population, c'est qui a été un peu moins étudiée quand même, mais qui a une indication, c'est ceux qui utilisent des drogues par injection, donc avec des seringues et tout, qui se partagent du matériel pas nécessairement stérile. C'est souvent une mesure de prévention complémentaire à tout ce qui est fait déjà, comme par exemple les kits qui sont vendus en pharmacie. Je ne sais pas, toi, si à ta pharmacie où tu travailles, où tu travaillais, où tu as fait des stages, tu as vu des kits. Nous, on les vendait, je me souviens, à 1$. Puis c'était des kits vraiment avec des condoms, des seringues stériles et tout. Vraiment le matériel d'injection, mais il était stérile. Fait que, c'est pour ça que c'était une bonne façon de réduire les méfaits. Parce que la réduction des méfaits, c'est ce qui je pense qu'on a mieux. Là, exact. La réduction des méfaits, c'est juste de
dans le fond, on sait qu'on peut pas empêcher tout le monde de s'injecter de la drogue. Fait que tant qu'à ce qu'ils le font, mais au moins ils vont le faire de manière sécuritaire, on va leur offrir les outils, là. Exact. Moi, j'en ai pas vu personnellement. On en a vu dans nos cours, là, je me semble. Ouais. Me semble. Mais j'en ai pas vu en vrai. Fait que c'est super intéressant. Je pense que ça dépend aussi des populations dans les milieux que t'es. Des fois qu'il y a des populations plus à risque. Mais c'est vraiment une belle chose à appliquer là, pour Vraiment. en tout cas, les futurs pharmaciens ou les pharmaciens qui nous écoutent. C'est quelque chose qui est intéressant de mettre en place. Oui, qui peut être une bonne façon, surtout si on a une population peut-être un peu plus à risque là, de consommer des drogues injectables ou plus sensible à ça. Ça peut être, ça ne peut qu'être positif, là. Puis pour des gens qui connaissent des gens aussi qui consomment, sachez que c'est des choses qui existent, qu'il y a des centres aussi de ressources qui aident pour des centres d'injection supervisés. Je sais pas avec la pandémie, honnêtement, comment ça fonctionne, là, en toute honnêteté, mais c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour les gens de consulter ces ressources-là. Si vous connaissez des gens dans vos entourages là, qui... Exact. Très important de parler. Donc là, tantôt, je vous ai dit, bon, tu sais, l'efficacité égale la bonne façon de le prendre, puis d'être rigoureux au bon moment de le prendre. Mais comment qu'on prend ça? Donc, comme j'ai dit, il y avait deux façons possibles, deux posologies différentes selon les indications. Donc, comme je rappelle tantôt, là, il y avait 3 grands groupes où c'était indiqué. De façon, pour toutes les indications, donc pour les 3 grands groupes, il y a la prise régulière. Donc, il est vraiment de prendre un comprimé une fois par jour, avec ou sans nourriture, à la même heure. OK. Donc, ça, c'est vraiment de prendre un peu... Mon analogie, c'est souvent un peu comme l'équivalent d'une pilule contraceptive. Là. Fait que c'est vraiment... Ou une pilule pour une maladie chronique. Même une vitamine. Même une vitamine, exact. C'est vraiment une médication régulière, donc un comprimé une fois par jour. Et on considère que c'est efficace après 7 jours de traitement. OK, fait qu'on peut pas... Après, on a pris une pilule puis se dire « je suis super bien protégée ». Exact, c'est ça. C'est pas après une seule dose, c'est vraiment après 7 jours. Là, dans les études, ils voyaient que ça tournait autour de 4 à 7 jours au niveau de l'anus et du rectum, pour les relations sexuelles anales, par exemple, ou qu'il y avait une concentration de médicaments assez efficace pour prévenir de contracter. Au niveau vaginal, c'était vraiment 7 jours. Donc, le conseil global que je dis, moi, en tant que stagiaire, à mes patients, c'est vraiment après 7 jours de prise régulière, on est considéré comme protégé. Parfait. Sinon, si il y a également la prise intermittente ou la prise au besoin qu'on appelle, qui a été uniquement étudiée chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc, si on utilise des drogues injectables ou les couples qui n'ont pas le même statut VIH, là, ça ne s'applique pas. C'est vraiment juste pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc, ça, c'est la prise qu'on appelle intermittente, comme j'ai dit. Pourquoi ça a juste été étudié? Ben, en fait, pourquoi que c'est juste pour les ARSA qu'on appelle? Parce que, ça a juste été malheureusement étudié dans cette population-là. Et le médicament, la PrEP, au niveau vaginal, ça prend un peu plus de temps avant qu'il se retrouve en concentration suffisante. Donc, le fait de le prendre seulement au besoin versus régulièrement, ça permettrait peut-être d'être un peu moins efficace. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment indiqué là, pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Fait qu'il faut pas l'essayer, là, puis se dire, peut-être ça peut fonctionner. Là, donc, la prise intermittente, comment elle fonctionne, c'est qu'on va prendre 2 comprimés de 2 à 24 heures avant la première relation sexuelle non protégée. Donc, si, par exemple, on est vendredi, on prévoit sortir au bar, puis on ne sait pas si on va trouver une conquête ou quoi que ce soit. Un petit vendredi. Exact. Puis, si on sait qu'on sort à 9h, ben on peut la prendre, dans le fond, de 9h la veille, en fait, à 9h la veille, donc 24 heures, jusqu'à 2 heures avant, donc jusqu'à 7h la même journée, OK. La relation sexuelle. Par la suite, par exemple, il y a la relation sexuelle. Ensuite, on va prendre un comprimé une fois par jour à la même heure que la première prise. Donc, pas à l'heure de la relation sexuelle, mais vraiment à l'heure où les 2 comprimés, là, la dose de charge qu'on a pris, on va prendre vraiment à la même heure que ça. Et on va continuer ça jusqu'à 48 heures après la dernière exposition à risque, donc la dernière relation sexuelle non protégée. Okay. Comme je dis, à l'oral, c'est vraiment très complexe à comprendre, puis certaines personnes sont vraiment plus visuelles. Donc, c'est pour ça que dans la barre d'infos, là, pour avoir fait un stage en clinique de VIH, je côtoyais beaucoup de patients qui prenaient la PrEP. Puis, on avait plusieurs graphiques là, qu'on leur donnait quand on faisait le conseil médicaments. Donc, je vais les mettre là, les liens en barre d'infos pour que ce soit plus clair.
Puis, de toute façon, là, si jamais une personne est intéressée par la PrEP, va devoir passer par un pharmacien qui va lui réexpliquer. Là, nous, c'est vraiment pour vous éduquer puis qu'un peu avoir un peu je sais pas, un certain... Une petite... Oui, Ouais. oui, on s'attend pas à ce que vous deveniez expert de la posologie de la PrEP intermittente. Juste de savoir un peu que ça fonctionne puis que c'est possible, là, si jamais soit vous ou quelqu'un que vous connaissez pourrait en bénéficier. Exact, c'est ça. Puis là, il y a aussi des aspects de si on a une nouvelle relation sexuelle non protégée 7 jours avant le dernier comprimé qu'on a pris, 7 jours après. Donc, tout ça, là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça risque de plus vous mêler. Mais ce sera des exemples aussi de schémas que je vais mettre en barre d'infos. Donc, le gros de la posologie, c'est vraiment 2 comprimés de 2 à 24 heures avant la relation sexuelle non protégée et un comprimé une fois par jour à la même heure que les comprimés précédents jusqu'à 48 heures après la dernière relation sexuelle non protégée. Donc, si on a juste une relation sexuelle non protégée, on prendrait un total de 4 comprimés. Donc, ça, c'est un exemple que je peux dire. Voilà. Puis est-ce que c'est bien toléré? Tu sais, comme là, mettons, quelqu'un qui en prend 4, est-ce que les gens, peut-être qui ont peur, est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires à ces médicaments-là? Ou... En fait, il y a 2 volets d'effets secondaires, je dirais. Il y a les effets secondaires à court terme puis à long terme. Donc, si on utiliserait là, la PrEP sur plusieurs années, ou par exemple. Sur le court terme, là, vraiment quand on commence à prendre la PrEP et tout, dans les études, les effets secondaires étaient quand même similaires au placebo. Donc, en fait, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un placebo, c'est vraiment juste une pilule de sucre qu'on utilise dans les études pour comparer vraiment si le médicament est efficace ou si c'est un effet placebo. Oui, parce que des fois, le fait de prendre un médicament, ça va comme... on appelle Notre ça cerveau, placebo. ouais. Notre cerveau va faire, j'ai pris un médicament, ça va fonctionner. Fait que, exemple, j'ai plus mal à la tête, mais c'est seulement une pilule de sucre. Exact. Fait que les effets secondaires les plus fréquents là, à court terme, c'est de la nausée, des douleurs abdominales et des étourdissements. Habituellement, ça se résout dans les premières semaines qu'on utilise. Donc, c'est pas des effets permanents. Dans le fond, dans la plupart du temps, les trucs qu'on peut donner, c'est que si on a mal au ventre, si on a des nausées, souvent ou si on a de la diarrhée, par exemple, le prendre en mangeant, ça peut être une technique qui peut aider les patients qui souffrent d'effets secondaires au niveau gastro-intestinal. Si, par contre, même en mangeant, il y a toujours des effets secondaires et qu'on le prend de façon intermittente, là, donc avec 2 comprimés, etc. Souvent, ce qu'on va conseiller, c'est de prendre juste un comprimé une fois par jour régulièrement. Parce que souvent, c'est le fait de prendre 2 comprimés, c'est quand même double dose. Là. Ouais, c'est un donc, gros souvent, canon. Là. C'est ça débalance peut-être un peu plus là, le transit intestinal. Donc, s'il y a toujours des effets secondaires, malgré les trucs, là, comme par exemple de prendre en mangeant, c'est conseillé de le prendre une fois par jour. Sur le long terme, ce qu'on va regarder surtout, c'est 2 types de toxicité, que je pourrais dire. Donc, au niveau des reins et au niveau des os. Au niveau des reins, les trucs, en fait, pour maintenir ça, c'est vraiment de maintenir une bonne hydratation. Donc, de continuer à boire de l'eau. Exact. De ne pas être déshydraté. De prendre le moins possible d'anti-inflammatoires, comme par exemple l'Advil, le Motrin, le Naproxène. Parce que les 2 effets ensemble, ça va venir vraiment un effet toxique additionnel au niveau des reins. Oui, parce que les Advil, c'est un peu traite, c'est en vente libre. Dans le sens en vente libre, c'est que vous rentrez en pharmacie, vous ne parlez pas à personne, prenez votre boîte d'Advil, vous rentrez chez vous. Mais ça a beaucoup d'effets secondaires, puis ça peut jouer au niveau des reins, notamment. Exact, c'est ça. Faire très attention. Donc, si par exemple on a une douleur aiguë, donc si on a mal au dos, si on s'est foulé à la cheville ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on va privilégier le Tylenol, donc l'acétaminophène en premier lieu, ou les anti-inflammatoires topiques, comme par exemple le Voltaren Emulgel qui est disponible là, derrière le comptoir en pharmacie. Puis pourquoi, mettons, on serait à l'aise de donner du Voltaren plus que donner du Advil par la bouche, par exemple? Parce que les concentrations qui se retrouvent au niveau du sang d'anti-inflammatoires sont vraiment, vraiment moindres. Là. Il y a une absorption d'environ 6% avec le Voltaren là, dans les études. Donc, c'est pour ça qu'on peut plus se tourner vers les anti-inflammatoires topiques, donc en crème ou en gel appliqué sur la peau. Mais c'est sûr que chez un jeune patient en bonne santé, des Advil quelques jours pour une courte période, ce ne sera pas la fin du monde.
Puis la PrEP, quand les médecins la prescrivent, il y a des prises de sang qui sont prises à tous les 3 mois, entre autres pour surveiller des marqueurs de toxicité au niveau des reins. Donc c'est sûr que s'il y a quoi que ce soit, s'il y a une toxicité, les médecins, et peut-être éventuellement un jour si les pharmaciens peuvent prescrire la PrEP, vont être l'évaluateur de cette toxicité rénale-là. D'où l'importance des bilans à tous les 3 mois là, pour vraiment évaluer et tout. Donc, tu sais, c'est sûr qu'une prise d'anti-inflammatoire sur 3 à 4 jours, si on est relativement en santé, jeune ou moins jeune, mais tu sais, si on est en santé puis qu'on prend pas d'autres médicaments qui peuvent jouer au niveau des reins. Pas d'autres contre-indications là, à la prise d'anti-inflammatoire, exact. L'effet risque d'être moindre, mais quand même, on recommande d'emblée de privilégier le Tylenol vu que c'est un antidouleur, mais pas un anti-inflammatoire. Parfait. Donc, sinon, au niveau des os aussi, dans les études, quand on prend sur le long terme le Truvada, on pouvait voir une baisse de la densité osseuse qui, éventuellement, peut augmenter le risque de fracture. C'est sûr, c'est moins préoccupant chez les jeunes patients. C'est plus inquiétant chez les patients plus âgés. Donc, c'est un peu, on regarde un peu les facteurs de risque d'ostéoporose. Donc, c'est souvent chez les femmes qui ont eu leur ménopause, avec un âge avancé, etc. Ça, c'est plus des facteurs de risque. Mais quand même, les médecins là, évaluent le besoin. On peut évaluer. Il existe un test pour évaluer la densité osseuse qui n'est pas invasif. Là, c'est quand même assez. C'est un peu comme une radiographie. Qu'on appelle vraiment le test de DMO. Par contre, pour le système de la santé, c'est quand même un test dispendieux, donc on le réserve vraiment aux personnes à risque. Mais voilà, fait que c'est les deux toxicités, je dirais, là, à long terme qu'on regarde pour la PrEP. Puis là, tu as mentionné, justement, au niveau des reins, par exemple, on sait les reins, c'est un filtre. S'ils filtrent moins bien, on va avoir des déchets métaboliques ou qu'on va retrouver plus au niveau sanguin. Fait que ça, c'est un suivi, par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres suivis qu'une personne qui parle après parce que c'est un médicament qui a de l'air quand même assez important? Fait qu'il y a-t-il des suivis qu'on recommande ou c'est à quoi qu'on s'attend à ce niveau-là? Là? Oui, bien c'est sûr que, comme tu le dis, là, c'est un médicament qui nécessite d'être suivi de façon quand même étroite. Donc, à la première visite, quand un patient désire avoir la PrEP, le médecin prescripteur, là, il va vraiment exclure qu'il y a une infection active. Donc, il va exclure que la personne a le VIH. Parce que ça ne sera pas efficace comme on a vu au début. Là. Exact, c'est ça. Donc, il va vraiment faire une histoire médicale complète, il va faire un examen physique, il va faire un test aussi de dépistage au VIH pour exclure une infection. Pourquoi je vais revenir, mais c'est vraiment très important parce que, comme j'ai dit tantôt, une bithérapie de Truvada, là, en fait, une bithérapie, parfois, ça peut être efficace en VIH, mais pas de Truvada. Donc, parce que c'est pas efficace, là, je ne rentrerai pas dans les détails. Pharmaco, etc. Là, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment exclure une infection au VIH avant de donner du Truvada pour les raisons que je vais énumérer un peu plus tard. Outre ça, c'est sûr qu'il va y avoir un dépistage complet des ITSS, incluant les hépatites, comme par exemple le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, qui sont transmis un peu par les mêmes facteurs de risque que le VIH, donc des relations sexuelles non protégées, les matériels d'injection non stériles, exact. Et en même temps, le prescripteur devrait évaluer l'état vaccinal des patients. Donc, si les patients sont immuns contre l'hépatite B, par exemple, il existe des vaccins pour l'hépatite B. Pour l'hépatite C, il n'existe pas de vaccin. Il existe des traitements efficaces, maintenant curatifs, pour l'hépatite C. Puis quand on dit curatif, là, pour ceux qui sont moins à l'aise avec ce langage-là, c'est que ça traite. Ça vraiment, tu peux le guérir, exact, c'est ça, exact. Quand on dit le VIH n'est pas curatif, c'est que tu n'en guéris pas. Tu vas le vivre avec, puis on va le contrôler au mieux qu'on peut. C'est ça, exact. On va faire aussi un test de grossesse, c'est sûr, chez les femmes enceintes. Là, le Truvada, c'est pas contre-indiqué en grossesse, c'est toujours évalué selon risque-bénéfice. Mais quand que le Truvada est utilisé en VIH, donc utilisé avec d'autres agents aussi, pas seul, c'est dans les agents préférés là, pour le VIH chez les femmes enceintes. Bon. Puis, on va évaluer aussi divers aspects sanguins, comme par exemple la créatinine. Ça, c'est un marqueur pour évaluer l'état des reins. On va évaluer aussi tous les paramètres sanguins, là, donc les globules rouges, les globules blancs, etc. On va parfois aussi regarder au niveau du foie, voir comment se porte le foie, et une analyse d'urine là, pour compléter le tout.
Donc ça, c'est un peu les tests initiaux, donc à la première visite, là, quand on veut se faire prescrire. Donc ça, c'est souvent plus le prescripteur. Donc actuellement, le médecin, peut-être éventuellement le pharmacien. Un jour, on se le souhaite. Mais je pense qu'il y a des pharmacies qui ont des ordonnances collectives à ce Exact, niveau-là. oui. Je crois qu'à Québec, notamment, il y a une pharmacie communautaire là, je pourrais pas... on pourrait mettre ça en barre d'infos. Ouais. Exact. Mais oui, une ordonnance collective là, selon certains suivis et tout. Donc le pharmacien peut, si la personne se présente à la pharmacie, on ne rentre pas dans les détails d'une ordonnance collective, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des actes que le médecin comme laisse un peu au pharmacien, qui est au nom du médecin, qui est prescripteur, mais le pharmacien peut le faire. Fait que vous pouvez juste vous présenter en pharmacie, puis ils peuvent le faire. Que si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va essayer de mettre les coordonnées si on a le droit là, dans la bande d'infos. Exact, c'est ça. On va vérifier le tout. Donc, à part le suivi initial du prescripteur, le pharmacien, quelques semaines après l'initiation ou au premier renouvellement, tout dépendamment là, parfois du type de posologie. Donc, si on le prend une fois par jour, ça inclut qu'on prend plus régulièrement versus intermittent. Ça veut pas dire, on ne sait pas quand vraiment qu'on va commencer le traitement. Donc, ça varie. Mais le pharmacien va évaluer les effets secondaires. Donc, s'il y en a ou s'il y en a, la gestion un peu de ceux-ci. Et évaluer l'observance. Donc, voir s'il y a une bonne compréhension de la prise une fois par jour ou de la prise intermittente, de voir s'il y a eu des oublis, etc. Donc, ça, c'est le pharmacien sensiblement qui va faire ça, soit au renouvellement ou quelques semaines après l'initiation. Et chaque 3 mois, le médecin prescripteur va refaire sensiblement tous les mêmes tests là, qu'au départ. Donc, refaire un test pour toutes les ITSS, s'il y a eu des relations sexuelles non protégées, faire un test VIH pour voir s'il y a une infection, refaire tous les tests aussi pour s'assurer qu'au niveau des reins, tout soit correct avec la créatinine, entre autres. Donc, voilà, ça c'est pour le suivi d'une prescription de PrEP. Ça prend quand même un suivi qui est rapproché, tu sais, oui. bon, puis c'est vraiment... Ça peut inquiéter parfois les gens de dire « Oh mon Dieu, c'est tellement un suivi qui a l'air comme exhaustif, puis comme beaucoup de choses. » Mais c'est justement, on veut prévenir quoi que ce soit. Puis le but, c'est une médication qui nécessite un suivi, mais c'est quand même une belle médication à avoir pour éviter une maladie qui est non curative, qui est non traitable. Exact. Pas non traitable, qui se guérit pas, pardon. Exact, c'est ça. Donc, dans les avantages de la PrEP, un des premiers avantages, c'est que ça augmente comme tu le dis, ça augmente la fréquence des dépistages. Donc, vu qu'il y a plus de suivi égale plus de dépistage. Autant pour le VIH que pour les autres ITSS aussi, là, incluant les hépatites, la chlamydia, gonorrhée, syphilis, etc. Donc, une augmentation des dépistages, ça ne peut qu'être positif. Aussi, les avantages, c'est prouvé efficace, encore une fois, si c'est pris adéquatement. C'est de plus en plus accessible. Les formulations génériques sont couvertes par le régime public d'assurance médicaments. On ne dira pas assez, mais ça fait en sorte que c'est vraiment moins cher. Les effets secondaires à court terme, c'est habituellement bien toléré. Sinon, on peut gérer ça avec soit des mesures non pharmacologiques ou, par exemple, des médicaments en vente libre. Donc, ça peut facilement être géré. Et c'est coût efficace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que pas le jeu en veut la chandelle, mais je sais pas trop comment dire ça, mais c'est que le prix d'une PrEP pour prévenir le VIH, c'est net pour la société et pour les patients. Ça revient vraiment moins cher que de traiter une infection chronique au VIH, autant pour la société que pour le patient, parce que le coût de traiter une infection VIH, ça, c'est des milliers de dollars, là, c'est cher. Versus qu'une PrEP qui est vraiment moins chère. C'est beaucoup de médicaments, le VIH, puis c'est beaucoup de suivi aussi. C'est notamment plus d'effets... J'ai dit tantôt que c'était bien toléré, mais parfois on peut développer certains effets. C'est pas bénin quand même. Donc voilà pour les avantages. Évidemment, qui dit avantage dit inconvénient, c'est sûr, ce n'est pas un médicament parfait. Ça peut ça peut créer en fait là, un faux sentiment de santé sexuelle. Donc, qu'on est sain de toute maladie ou de toute infection transmise sexuellement, mais la PrEP ne remplacera jamais le condom. Non, c'est ça. Ça protège juste contre le VIH et non contre toutes les autres ITSS de la planète. Mais vraiment, là, ça ne remplacera jamais le condom. Et ça fait en sorte que, malheureusement, il y a une augmentation des autres ITSS. On le voit, parce que peut-être les gens se protègent moins. Les gens se protègent moins, ont moins peur et se disent que les autres ITS sont traitables avec des antibiotiques, par exemple.
si c'est d'origine bactérienne, évidemment. Donc, il y a une augmentation des IST et il y a une augmentation de la résistance aux antibiotiques. Nous, en tant que professionnels de la santé, on l'a vu dans les plus récentes lignes directrices, des doses doubles pour traiter une gonorrhée, par exemple, avec certains antibiotiques, versus les doses dans le passé. Donc, ça montre qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment être vigilant par rapport à ça. Et encore plus, ça dit que ça remplacera jamais le condom. Puis, tu sais, la résistance aux antibiotiques, on pourrait faire un épisode comme complet sur c'est quoi, là. Oui. Mais, tu sais, juste pour les gens à la maison qui pensent que c'est comme, je sais pas, comme le Père Noël, que ça n'existe juste pas, puis on va toujours trouver d'autres antibiotiques, puis tout. Mais c'est pas vrai. Puis on le voit aussi en pratique, là. On n'a pas tant d'expérience, mais dans nos stages, on l'a déjà vu. Fait que c'est quelque chose qui est quand même commun, là. Exact. Comme autre inconvénient, je dirais, les effets secondaires à long terme que j'ai mentionnés, là, soit la toxicité rénale ou la toxicité osseuse, ça peut être restreignant, je dirais, pour certaines populations, par exemple, malheureusement, les populations plus âgées ou qui ont d'autres problèmes de santé. Et aussi, on a une absence de recul encore à long terme sur l'utilisation de la PrEP, sur les effets secondaires vraiment à long terme. Ça fait pas tant longtemps que c'est utilisé de manière plus fréquente. Plus fréquente, exact. Et c'est sûr que c'est un médicament, comme j'ai dit, qui peut être très efficace, mais il y a un risque d'échec. Il y a certains facteurs de risque d'échec, comme par exemple une mauvaise adhésion, une mauvaise observance, donc de ne pas prendre le médicament au bon moment selon comment on le prend, selon notre posologie prescrite. D'où l'importance de l'éducation, d'utiliser des outils d'aide, comme par exemple mettre une alarme sur son cellulaire, noter dans son agenda, vraiment avoir des petits trucs pour se rappeler de quand prendre le médicament. Ça, c'est un facteur aussi. Puis, connaître aussi diverses ressources informatives. Comme là, le podcast, c'en est un, mais il y a divers organismes, il y a diverses ressources informatives. Question pour un pharmacien, c'en est un aussi. Totalement confidentiel, rapide. Donc, si vous avez des questions par rapport à la PrEP, vous pouvez les poser également sur le site internet de Questions pour un pharmacien sans problème. Oui, parce que, tu sais, ça reste que c'est un sujet qui est peut-être un petit peu plus gênant parfois à aborder. Puis des fois, on a des questions, peu importe. On se sent mal d'aller en une pharmacie, faire « Est-ce que j'ai une question? » dans le petit bureau, que c'est moyennement des fois confidentiel. Là. Des fois, malheureusement, c'est comme pas possible avec l'achalandage. Fait qu'avec question pour un pharmacien, oui, on prêche pour notre paroisse. Là. Je pense que c'est ça l'expression. Mais c'est vraiment un beau moyen aussi, un bel outil. Là. Exact. Il y a un autre risque d'échec, c'est si, par exemple, il y a des pertes au suivi. Donc, si les patients ne se présentent pas à leur dépistage, etc. Exact. Et ça revient à tantôt pourquoi je disais que c'est très important d'exclure une infection VIH. C'est que si tu donnes le Truvada, qui contient 2 médicaments par comprimé là, à l'intérieur à une personne qui vit avec le VIH, pour traiter un VIH, dans la grande majorité des cas, ça prend 3 médicaments. Donc là, tu en donnes juste 2. Puis ça, le fait que tu en donnes juste 2, ça fait en sorte que le médicament, il est comme pas supprimé. Puis il développe des mutations pour venir... Le virus, excuse-moi. Oui, excuse-moi, le virus, oui, exact. Le VIH, il développe des mutations contre le Truvada et contre des molécules qui ressemblent au Truvada pour, justement, vu que il y a juste 2 agents sur 3 efficaces, et ça fait en sorte que le virus, au lieu d'être supprimé, il développe des mutations pour se reproduire. Ça fait que après ça, si on veut le traiter, on est restreint un peu plus dans nos choix. Exact. Ça devient plus difficile pour le patient. Exact, c'est ça. Donc, c'est vraiment toujours important pour éviter le développement de résistance de toujours exclure une infection VIH avant de donner le Truvada. Voilà, fait que c'est pas mal pour ça les inconvénients là, que j'avais notés de ça. Puis j'ai envie de parler, de m'ouvrir tel un livre ouvert parce que moi j'ai déjà pris la PrEP dans le passé quand j'étais célibataire, jeune et fringant. Oui, je la prenais. Moi c'est ça. Moi avec mon médecin de famille, on en a discuté et tout. Puis moi la prise à la demande, je trouvais ça, même moi qui étais en pharmacie, je trouvais ça trop mêlant. Mais c'est très mêlant. J'avais peur de me perdre, de me mélanger dans les heures, etc. Fait que moi je me suis dit, regarde, je me casserai pas la tête. Même si pendant des semaines, j'ai pas de relation, je m'en fous. J'avais le moyen. Ça va être plus simple, puis je vais savoir. Exact, puis j'avais les moyens de le payer un pot de 30 comprimés une fois par mois. Donc, je prenais un comprimé une fois par jour à la même heure. J'avais ma petite alarme sur mon iPhone et tout. Côté effet secondaire, ça a été la première semaine. J'étais, pas des étourdissements, mais je me sentais un peu comme groggy, un peu, là, tu sais, genre un peu... pas sous, mais comme... Je sais pas comment dire ça, là, mais c'était vraiment spécial. Là. J'étais un peu étourdi.
comme une coupe de verre de trop, là, mais pas, Ouais, mais pas genre... c'est ça, exact. J'avais ce petit feeling-là, mais j'ai pas eu d'effet secondaire là, au niveau gastrique ou quoi que ce soit. OK. Je l'ai bien toléré. Puis fait que c'est ça, fait que tu sais, je me sentais d'une certaine part protégé. Mais c'est ça, tu sais, ça doit te sécuriser un peu, veux pas, parce que on va pas rentrer dans ta vie personnelle, mais exemple que tu utilises une autre méthode de contraception, ça reste quand même qu'il y a tout le temps une petite crainte, peu importe. Que le condom brise, Mhm. par exemple, ou tu sais, sous le coup de l'émotion, on se rend pas compte si on a bu ou si on a Mhm. sous l'effet d'autres substances. Exact. Moi, c'est principalement pour ça que j'utilisais. Puis surtout parce que j'avais pas de partenaire stable là, à cette époque-là. Donc, je l'ai utilisé pendant quand même plusieurs mois. Puis là, quand j'ai trouvé mon copain et tout, puis qu'on s'est fait dépister les deux pour être sûr qu'on avait pas, ben j'ai pu l'arrêter. Euh, puis, si un jour, ben je le souhaite pas, là, je suis très bien avec mon copain, mais si un jour je retombe célibataire ou quoi que ce soit, ou que je viens en sorte que je me mets plus à risque, donc que j'ai plus de facteurs de risque, comme par exemple des relations sexuelles non protégées, etc., je retournerai sans hésiter. Malgré comme tous les suivis et tout, genre, Ouais, c'est ouais. pas... Mais je trouve ça vraiment, tu sais, c'est vraiment cute, là. Juste le mot cute, mais que tu sois ouvert comme ça, parce que je pense que pour plusieurs personnes, ça peut comme être une barrière, puis t'en parles aussi comme ouvertement, comme sans tabou, de Ah comme... ouais. Puis on invite les gens, mais là, je le dis, puis je t'ai même pas consulté avant, là. Mais, Mais si jamais vous avez des questions, ou peu importe, n'hésitez pas, soit ben, nos comptes personnels sont notés, vous pouvez nous écrire, ou sinon, la question pour un pharmacien, c'est pas nécessairement toi ou moi qui va répondre, mais ça va être des collègues qui sont pharmaciens, là, nous on étudie encore, ouais. mais qui vont vous répondre puis qui peuvent vous aider là-dedans. Là. Exact. Ben écoute, merci d'avoir écouté mon expérience Sur ce personnelle beau et mes témoignage. infos. Oui, exact, c'est ça. Puis voilà, bon, ben écoute, je pense J'espère en tout cas que les gens vont être un peu plus informés sur la PrEP. Ouais, ben oui, puis que le mot de la fin, c'est juste, si jamais ça vous intéresse, vous pensez que vous pourriez en bénéficier, vous êtes gêné, faut pas avoir de gêne. Exact. Il n'y a aucun tabou. Puis c'est mieux d'être protégé que de le regretter plus tard. Exact. Sur ces beaux mots. Sur ces beaux mots, on vous dit à bientôt.